Bonjour, je m'appelle Jean-Luc Sanchez, je suis français et j'ai 57 ans. Je vous parle depuis le lac Huachi, au centre de l'Amazonie bolivienne. Les images qui vont suivre ont été réalisées en 1990. Elles n'ont jamais été diffusées bien qu'un reportage avait été programmé pour la télévision française. Elles n'ont pas tenu compte de séquences réalisées initialement par un caméraman professionnel. Elles racontent l'histoire d'une relation très forte qui se forgea progressivement entre un homme et un chien, au fur et à mesure des nombreux obstacles rencontrés et des difficultés accumulées. Cette aventure à haut risque, l'une des innombrables expéditions que j'ai menées en Amazonie-Guyane, se déroula aux confins du Brésil et du Pérou, dans l'une des zones les plus reculées d'Amazonie, où vivent encore de nombreuses ethnies amérindiennes, dont certains groupes familiaux étaient encore incontactés à l'époque. Elle dura 116 jours, dont 2 mois en solitaire et en survie totale. Elle se déroula en compagnie de mon chien Tchaski, et c'est pourquoi elle fut initialement baptisée Opération Selvadio. Avec Tchaski, nous nous étions minutieusement préparés pour affronter la forêt. Mais c'est pourtant la rivière, avec ses pièges inattendus, qui eut raison de notre résistance. Afin de vous faire une idée plus concrète des conditions particulières dans lesquelles s'est déroulée cette expédition, je vous invite à lire attentivement le texte de présentation qui va se dérouler avant la projection. Mais je crois qu'il est temps de vous laisser regarder ce documentaire. Merci de votre attention et peut-être à bientôt quelque part en Amazonie. Ayahuasca y mama, taki taki muy bien. Ayahuasca y mama, taki taki muy bien. Chuya chuya medicina, trae na 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 na. Chuya chuya medicina, trae na 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 na. Limpiarengue cuerpecito. Trae na 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 na, trae na 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 na, trae na 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 na. Ayahuasca, tronconcito, manta, ya moriré. Les insectes sont là. C'est la pire des plaies ici. Atteint mentalement par l'échec retentissant de mon expédition, mais surtout par la nouvelle apprise par radio du décès de ma mère, affaibli de surcroît par diverses atteintes infectieuses et parasitaires, je me sentais paradoxalement en sécurité dans cette végétation dense qui me retenait prisonnier, mais qui me protégeait en même temps du monde extérieur. Dans un contexte qui n'avait cependant plus aucun sens, gagné par la fatigue due à une dénutrition et au découragement, je devais me résigner à regagner la civilisation. Le principal objectif de l'expédition consistait à assurer en solitaire et par voie terrestre, équipé d'un matériel spécialement conçu, la première jonction est-ouest de l'une des zones les plus reculées de toute l'Amazonie, à savoir de la source du Yavari-Yaquerana à l'Ucayali, l'une des 2 branches mères du fleuve Amazone. En milieu de parcours, une rencontre était prévue avec une équipe de reportage française sur le Rio Tapich, à hauteur du petit village de Puesto Venus. Cette équipe de reportage devait me rejoindre par moyen héliporté, grâce à l'appui de la FAP,
l'armée de l'air péruvienne, impliquée dans l'opération. Objectif, changement de matériel et prise d'images et de photographies. En me basant sur ma cartographie, la distance que je devais parcourir pour unir le Yavarí Yaquerana à l'Ucayali était longue à vol d'oiseau de 210 km. En évaluant la topographie réelle du terrain et les probables contournements d'obstacles, je l'avais estimé entre 320 et 370 km. À raison de 3 à 5 km par jour, environ 3 mois m'auraient été nécessaires pour réaliser ce trajet en totale autonomie, grâce à une alimentation qui devait être assurée en grande partie par la chasse, la cueillette, éventuellement par la pêche, lors de traversées de cours d'eau ou de petits lacs résiduels. Les objectifs secondaires reposaient sur l'analyse des relations hommes-chiens dans des conditions de survie extrêmes, sur les réalisations de tests spécifiques liés à l'effort et à la psychologie en milieu hostile, et sur de possibles contacts avec de petits groupes amérindiens réfractaires, dont la seule évocation à l'époque provoquait la frayeur chez les bûcherons et en général chez les petites populations métisses, vivant en limite de leur territoire supposé et dans lesquels je devais m'aventurer. La chronologie de cette expédition, qui dura 116 jours Iquitos, fut la suivante. Fin juillet 1990, départ d'Iquitos, capitale de l'Amazonie péruvienne, en compagnie d'une équipe de reportage française à bord d'un avion militaire, jusqu'à la garnison péruvienne d'Angamos, située un peu plus en amont de la garnison brésilienne de Palmeiras. En raison du faible niveau des eaux et du manque de temps, l'équipe de reportage doit abandonner au bout de 2 jours seulement. Je n'ai alors que d'autres alternatives que de me joindre à un groupe de bûcherons brésiliens et de remonter avec eux, à bord d'une grande embarcation motorisée type Pamacari, le Rio Yavarí durant 7 jours, depuis Angamos jusqu'à sa confluence avec le Rio Batan, qui coule en territoire brésilien. Après m'être séparé des Brésiliens qui ont pénétré sur le Rio Batan, je dois remonter en solitaire durant 14 jours le haut Rio Yavarí, nommé Rio Yaquerana, à bord d'une vieille et lourde pirogue que j'avais troquée contre de l'essence, jusqu'au minuscule village amérindien de Nova Constitución. Considérablement affaibli par mon périple, l'attente du retour du Colombien, à Maderero que j'avais fortuitement rencontré sur le Rio Yaquerana, dura plusieurs jours, me paraissant interminable. Durant son absence, dans son village de Nova Constitución, malade, j'ai manqué cruellement, avec sa famille, de nourriture. En compagnie du Colombien et de 2 autres Madereros présents à Nova Constitución lors de son retour, nous avons effectué un parcours terrestre et nautique aller-retour durant 9 jours qui nous mena jusqu'au Rio Blanco, affluent du Rio Tapich, puis jusqu'au village de Capanawa. Sur place, je pourrais utiliser un émetteur-récepteur pour faire part de mes difficultés et de ma condition à l'Alliance française d'Iquitos, servant de base opérationnelle. De retour à Nova Constitución, remonté avec le Colombien Dio Yaquerana à bord de ma vieille pirogue retapée, suivi d'une incursion terrestre. Abandon de l'expédition et retour à Nova Constitución, le tout ayant duré 8 jours. J'avais prévu avec lui un raid terrestre jusqu'à l'Ucayali, avec un départ situé plus au sud-ouest, pratiquement à la source du Yavarí Yaquerana. Suite à ma terrible décision de renoncer définitivement à mon raid, et malgré l'épuisement des batteries de ma caméra, j'avais décidé de vivre une expérience de survie en solitaire en pleine forêt primaire, située entre les Rio Yaquerana et Blanco, laquelle dura 33 jours, en me donnant un rayon d'action pour me déplacer d'environ 20 km. À la fin de cette expérience, je suis retourné comme prévu à Nova Constitución par mes propres moyens. Ensuite, avec le Colombien, nous avons fait route vers Capanawa. Une fois sur place, et après avoir été durement éprouvé par l'annonce par radio du décès de ma mère, j'avais décidé d'attendre 16 jours pour recevoir, depuis la France, une nouvelle batterie que j'avais demandée pour ma caméra. Je mis à profit cette attente pour reprendre du poids. Avec cette nouvelle batterie, mon souhait était de reconstituer le plus fidèlement possible mes expériences de survie, et ce, dans les mêmes endroits où j'avais vécu en pleine forêt vierge. Reconstitution en conditions réelles de l'expérience de survie en solitaire qui dura 12 jours, Capanawa. Retour Capanawa-Iquitos par voie fluviale, voyage qui dura 9 jours. Fin de l'opération Salvadio. Le retour en France n'eut lieu que plusieurs semaines plus tard, en 1991, après avoir échappé à la première épidémie de choléra de l'histoire d'Iquitos. À cause des eaux extrêmement basses de la rivière Yavarí, je devrais me séparer de l'équipe de reportage qui avait prévu de m'accompagner jusqu'au point de départ terrestre, 2 jours seulement après notre arrivée à la garnison péruvienne d'Angamos. Par chance, je peux me joindre à des bûcherons brésiliens en compagnie desquels, en peu de temps, nous rencontrons 3 énormes anacondas. Je devrais par la suite rester vigilant car ce sera l'un des dangers qui pourra guetter Tchaski dans l'eau.
Ces madereiros ont prévu de remonter le Rio Yavari jusqu'au Rio Batan, qui coule en territoire brésilien. Leur patron, Victor Braga, est un personnage truculent. Nous traversons le territoire des Indiens Matses, avec lesquels j'ai déjà eu de nombreux contacts. La remontée du Rio Yavari, à bord d'une embarcation en bois lourdement chargée, par des vivres destinés à l'approvisionnement des bûcherons sur les zones de coupe et de rares seringueros vivant en solitaire, va s'avérer longue et semée d'embûches. Les innombrables raies venimeuses à l'aiguillon redoutable représentent le plus grand danger. L'un de nous marchera d'ailleurs sur l'une d'elles, échappant miraculeusement à sa douloureuse piqûre, évitant ainsi de graves complications en l'absence d'une médication appropriée. Après 7 jours de navigation lente et éprouvante, nous arrivons enfin à la confluence des Rio Yavari et Batan. Sur le parcours, nous n'avons rencontré qu'un seul seringueiro côté brésilien. Le Rio Batan se situe sur la gauche, alors que sur la droite se profile le Yaquerana, nom donné au cours supérieur du Yavari. Regardant, surpris, l'un des madereiros se faire enlever une larve de mouche logée dans son dos, je suis à la fois soulagé de pouvoir enfin affronter mon aventure en solitaire, mais en même temps inquiet de ne pas savoir combien de jours me seront encore nécessaires pour arriver jusqu'au point géographique que j'ai décidé d'atteindre pour débuter mon expédition terrestre. J'ai chargé ma pirogue de l'ensemble du matériel amené depuis Iquitos. Une partie concerne celui qui n'aurait pas dû me servir pour mon raid terrestre, quant à l'autre partie, elle concerne du matériel spécifique que je veux préserver. Ma progression sur le Yaquerana s'annonce immédiatement compliquée et épuisante. Je suis obligé le plus souvent de haler une pirogue que les madereiros, afin que je puisse poursuivre mon périple, avaient troqué contre de l'essence que je leur avais fournie à Angamos. Les branchages immergés m'obligent à marcher pour pousser mon embarcation à contre-courant, parfois violent, au risque de me blesser aux jambes et de compromettre encore davantage mes objectifs initiaux. Troisième jour de remontée, alors que je m'apprête à franchir un tronc d'arbre à demi immergé dans un endroit calme de la rivière, un incident imprévu survient. Littéralement aspiré contre ce tronc, mon embarcation se remplit d'eau en quelques secondes seulement, disparaissant sous la surface et provoquant la perte d'une partie de mon matériel tel que plusieurs cartouches et des ustensiles de cuisine, et surtout de la presque totalité des vivres, disposés pêle-mêle dans la pirogue et que je n'avais pas pris soin de protéger. Risquant de me blesser au milieu des branches mortes, je dois plonger sous le tronc d'arbre dans un profond trou d'eau creusé par le courant. Je peux ainsi en tâtonnant récupérer ma hache et mon fusil. Ensuite, ce n'est qu'au prix d'un effort surhumain que je peux dégager la pirogue et la remettre à flot. Je constate amer que sous la pression, elle s'est fendue en divers endroits. Quatrième jour, ayant du mal à diriger cette vieille pirogue démunie de quilles, je dois de surcroît écoper l'eau qui s'infiltre, alourdissant considérablement son poids. Le soir, Tchaski aboie fortement. Sortant de ma tente pour voir ce qui se passe, je distingue alors 2 hommes descendant furtivement à la rivière. Ils ne s'arrêtent pas et ne me font aucun signe. Je décide de rester vigilant. J'apprendrai plus tard qu'il s'agissait de 2 fugitifs péruviens. À une époque où les moyens technologiques étaient loin d'être aussi perfectionnés qu'aujourd'hui, le réseau de communication que j'avais mis en place après de longs mois de tractations diverses, bien que prometteur sur le papier, s'avéra extrêmement compliqué à gérer sur le terrain. L'orientation aux forêts avait été prévue à la boussole et le contrôle de la position géographique grâce à des moyens par satellite gérés par le service Argos au Centre national d'études spatiales, le SNES, basé à Toulouse. C'est également à ma possession, nécessaire pour la localisation sur le terrain, des documents cartographiques et des images satellites. La balise Argos devait permettre de déclencher en cas de besoin le signal de détresse et les moyens d'assistance aérien ou terrestre. Elle est également capable de transmettre jusqu'à 16 messages codifiés et prédéterminés. J'étais en possession d'un mini-récepteur radio-ondes courtes qui devait capter 2 fois par semaine les messages transmis par Radio France Internationale et par Radio Atlantida, la plus importante radio d'Amazonie péruvienne. Messages destinés à connaître ma position géographique, communiqués préalablement par le service Argos à des relais en France et au Pérou. Tout au long de ce que sera ma progression par voie d'eau ou par voie terrestre, nombreux furent les facteurs qui génèrent le bon déroulement de mon expédition, m'affectant aussi sur un plan psychologique. Ce furent surtout les nombreuses pannes d'électricité à Iquitos et les intempéries locales qui empêchèrent la réception des messages de Radio France Internationale et de Radio Atlantida, et donc le repérage de ma position géographique. Tout au long de ce que sera mon expédition, tant par voie d'eau que par voie terrestre, de nombreux problèmes apparurent, entraînant parfois quelques répercussions sur mon moral. Ils furent liés à la bonne réception des messages de Radio France Internationale et de Radio Atlantida, à cause d'une part des pannes récurrentes d'électricité à Iquitos et aux intempéries d'autre part. Le repérage de ma position sur mes cartes s'en trouvait d'autant plus retardé. Par ailleurs,
les erreurs d'interprétation dans la transmission des rares messages via la balise Argos furent la cause de confusions regrettables. Lorsque la rivière est entièrement barrée par un gros tronc d'arbre, je dois aller la pirogue par voie de terre. Je me rends compte alors combien elle est trop longue et trop lourde pour un seul homme et combien elle est totalement inadaptée à ce périple aquatique totalement improvisé depuis le départ d'Angamos, qui n'en finit plus, qui m'enlève des forces vitales. En certains endroits, nous sommes littéralement harcelés par des nuées de taons affamés. Chasqui, le plus exposé à leurs féroces attaques, qui ne nous laissent pas en paix une seconde, se montre de plus en plus nerveux. Le cours du Yavari Yaquerana, extrêmement tortueux, est tantôt calme dans ses parties les plus larges, tantôt agité par des remous dans ses parties les plus étroites. Son niveau dans cette portion est parfois tellement bas que je suis obligé, pour faire avancer la pirogue, de creuser de mes mains un canal dans le sable fin du lit de la rivière. J'ai senti l'un de mes pieds frôler le corps d'une raie venimeuse, j'ai évité le pire. Je dois écoper de plus en plus souvent, me retardant ainsi dans ma progression, déjà fort lente. Les obstacles végétaux sont de plus en plus nombreux. La hache ne sert à rien contre les branchages, que je dois finalement couper à la machette ou à la main pour pouvoir me frayer un chemin. 6e jour, au petit matin, alors que je suis toujours au campement, grâce aux aboiements de Chasqui, je remarque une silhouette descendant seule le Yaquerana à bord d'une pirogue, minuscule par rapport à la mienne, mais ô combien plus maniable. L'étonnement est réciproque. Notre entretien est bref, car l'homme se dit pressé. Il me précise vivre à Nova Constitución et se rendre sur le Rio Batan afin de rencontrer Victor Braga. Il se présente comme le Colombien. En signe de bonne volonté, il me laisse quelques bananes pour m'alimenter. Nous décidons de nous revoir dans son village quelques jours plus tard. Chasqui, au départ de notre expédition, n'aimait pas vraiment l'eau. Il prend maintenant plaisir à se rafraîchir. Il adore amener au campement du petit gibier à plumes que j'ai chassé. Je dois cependant veiller sur lui à cause des caïmans et des anacondas, moins nombreux et moins visibles que dans le cours moyen du Yavari, mais dont j'imagine la présence sournoise. Chaque jour qui passe me pénalise davantage dans mon projet de raid terrestre. Je n'ai pas de temps à consacrer à une chasse planifiée. Je peux pêcher cependant quelques poissons-chats et quelques piranhas. Allumer du feu pour les manger me fait perdre de précieuses minutes. Pour gagner du temps, je dois me résoudre à m'alimenter de quelques œufs frais de tortues aquatiques qui font le délice de Chasqui, évitant de tuer les tortues adultes venues pour pondre sur le sable. De temps à autre, je recueille quelques moules d'eau douce qui viennent compléter mon alimentation frugale. Je n'ai pas d'autre alternative que de remonter le Yaquerana dans l'espoir d'atteindre Nova Constitución, dépeint par Victor Braga puis par le Colombien, comme un minuscule village de madereros péruviens. Parvenu dans ce village, j'y attendrai le Colombien pour faire le point avec lui comme prévu. Mes mains sont remplies d'ampoules et mes pieds commencent à s'infecter car constamment baignés dans l'eau. Mes fesses, blessées au début par des clous qui dépassaient de la planche qui me sert de siège, sont entaillées par les frottements contre le bois grossier. Je dois colmater par ailleurs comme je peux avec des fragments de tissu les fissures de la pirogue afin d'éviter qu'elle ne se remplisse trop rapidement. C'est une préoccupation permanente. Je profite des trop rares moments de détente ou des bivouacs le soir pour réviser le corps de Chasqui et pour m'accorder avec lui des moments de jeu qui me font oublier pour un instant mes déboires. Une forte relation commence à s'établir entre nous. Le 8e jour, la forte abrasion de mes pieds par le sable de la rivière a fragilisé la peau, entraînant l'apparition d'une dermatose surprenante, probablement due à des bactéries présentes dans l'eau. Cette infection provoque une douleur intense qui ne cessera de gagner du terrain, donnant à ma peau une coloration allant du violet au pourpre. 8e jour, hier 13 août, à la nuit tombante sur une petite plage, j'ai été confronté à un jaguar, probablement attiré par la présence de Chasqui, très proche de lui, mais plus de peur que de mal. Les aboiements et mes hurlements ont découragé l'animal que j'avais pointé avec mon fusil, dans le cas où il aurait tenté d'attaquer. J'ai été victime en suivant de coliques néphrétiques, j'ai pu m'injecter des dérivés de morphine et déclencher à contre-cœur le code de détresse de la balise Argos. Ma crise de colique néphrétique de la veille a heureusement disparu. Comme d'habitude, je quitte mon campement au petit matin, mais exténué, je m'endors sur une petite plage, à même le sable. Une forte dose de Valium prise après ma crise a fait finalement son effet. Je ne sors de ma léthargie qu'en milieu de journée. Chasqui est assis à mes côtés, veillant sur moi. J'annule le code de détresse de la balise Argos. Je souffre atrocement des pieds. Je me suis remis à pagayer sous une pluie battante. 12e jour, tenaillé par une douleur insupportable au niveau des pieds, je peine désormais à traîner la pirogue. Comme la veille, je suis obligé de monter ma tente à genoux afin d'éviter que les particules de sable fin ne pénètrent dans la peau mise à vif par mon infection qui s'est maintenant propagée au-dessus des chevilles. Je crains de me faire piquer à tout moment par une raie venimeuse. Depuis hier matin, je suis suivi par une bande de vautours noirs qui me considèrent sans doute comme une potentielle source de nourriture. 14e jour, je constate soudain la présence de bananiers. Fou de joie, je pagaie avec force. Au détour d'une courbe de la rivière, je rencontre enfin des enfants jouant au bord de l'eau en présence de leur mère,
la femme du Colombien. Je suis arrivé à Nova Constitución, ignoré sur les cartes, mais aussi des militaires d'Angamos. Ma santé n'est pas brillante, et dire que je n'ai même pas encore atteint le point de référence pour démarrer mon raid terrestre. Le retour du Colombien, 4 jours après mon arrivée à Nova Constitución, a lieu dans le soulagement général car il est synonyme de nourriture fraîche et abondante pour sa famille, et donc pour moi et pour Tchaski. Ici c'est la survie, pas de pitié pour les animaux. 2 bûcherons péruviens font également leur apparition. Ils viennent porter un message aux Colombiens de la part de leur employeur, un certain Abraham Gordon, qui vit à Capanawa, communauté installée sur le Rio Blanco, à quelques dizaines de kilomètres d'ici, direction nord-ouest. Conscient de l'opportunité liée à la présence de ces 2 hommes, et malgré les diverses infections dont je suis atteint, je décide en compagnie du Colombien de les suivre jusqu'à Capanawa. Se joint à nous un Brésilien dont je n'avais pas arrêté de me méfier, surnommé Para car originaire de l'état du Para. La femme du Colombien m'informa qu'il était recherché par la police fédérale de son pays pour un double assassinat. Son but est de s'infiltrer en Amazonie péruvienne où personne ne viendra l'inquiéter. Le voyage durera près de 3 jours, dont 2 jours d'une marche forcée en forêt dense, harassante et pénible en raison de l'état de mes pieds, puis quelques heures de bateau à moteur. L'objectif pour moi est simple. Il existe dans ce village une radio qui me permettra de joindre l'Alliance française d'Iquitos afin d'expliquer ma mésaventure et de décider du futur de mon projet, déjà bien compromis. Capanawa, entretien avec Abraham Gordon qui me met en garde contre les dangers qui me guettent en me lançant seul dans une expédition dans un territoire qui, selon lui, serait peuplé par des groupes d'Indiens nomades, incontactés et belliqueux, qui semblent semer la crainte parmi les gens de son village. Il me précise que personne ne s'est encore aventuré dans de telles contrées. Conscient de mes capacités physiques et mentales amoindries par mon périple insensé depuis Angamos, dû aussi à l'important retard pris sur le calendrier, avec de surcroît du matériel perdu, je conviens finalement avec lui de me faire accompagner par le Colombien qui est, je l'apprends, l'un de ses hommes de confiance. Ce dernier me donne également son accord après en avoir longuement discuté avec son patron. Le périple sera modifié en conséquence. Nous devons regagner Nova Constitución et naviguer encore plus haut que je ne l'avais prévu sur le Haut Yaquerana, en luttant contre un fort courant jusqu'à un nouveau point de référence que je me suis fixé. Ce nouvel itinéraire, situé plus au sud, devrait me permettre de réduire le parcours du raid prévu initialement d'environ 1/3 de sa longueur et de tenter de rattraper ainsi le temps perdu. Le nouvel objectif est d'atteindre désormais le Rio Ucayali d'une seule traite, abandonnant ainsi l'idée d'une jonction sur le Rio avec une équipe de reportage, laquelle s'annonçait de toute façon par moyen héliporté très incertaine et aléatoire. Iquitos Capanawa, escucho. La Alianza Francesa de Iquitos. Mira, aquí estoy en Capanawa. Podemos conversar en francés, será mejor. ¿Qué te parece? Cambio. Bien sûr, quand tu veux, cambio. Bon, écoute, comme tu dois le savoir, j'ai eu des problèmes de santé, donc c'est pour ça que j'ai déclenché le code de détresse de la balise. J'ai eu des coliques néphrétiques. Et j'ai eu aussi des problèmes de pied qui m'ont obligé à m'arrêter sur le Yaquerana après 14 jours de pirogue. Actuellement donc je me suis détourné de ma route, je suis dans un petit village sur le Rio Blanco, à environ 70 km aller-retour du point où je m'étais arrêté donc sur le Yaquerana. Je compte repartir demain, peut-être après-demain parce que j'ai aussi un problème de jambes infectées. Donc je ne sais pas comment faire, mais je vais trouver une solution. Bon, le problème c'est que j'aurai beaucoup de retard dans l'expédition. Je te demanderai donc de répercuter. Je t'ai écrit une lettre qui te sera apportée vers le 10 septembre par un habitant du village qui s'appelle Abraham Gordon. Cambio. Bien, j'ai bien reçu toutes les informations. Cambio. Oui, je te demande si tu peux me faire savoir par le biais de Radio Atlantida si le code de détresse émet toujours ou pas. Cambio. Bien sûr, je vais t'envoyer par Radio Atlantida ces informations, mais d'après ce que j'ai reçu de Lima, ta valise de détresse émet le code, tout va bien. Cambio. Voilà, ben j'ai reçu des nouvelles de RFI qui me disaient, qui étaient reprises d'ailleurs par Radio Atlantida, qui me disaient que le code de détresse émettait toujours. Il y a quelques jours de cela, alors je ne sais pas si c'est toujours le cas. Peux-tu te renseigner et me faire savoir ça donc par RFI ou par n'importe quelle radio, mais que je le sache quoi, parce que le problème c'est que je voulais pas qu'il y ait d'équivoque au niveau de la transmission des codes. Cambio. Très bien Jean-Luc, hein. Ce soir même à 6h et à 8h, si nous avons du courant électrique, je t'envoie donc ce message, en disant que si ton code, si ta balise émet le code ou pas. 5 c'était chien malade. Il faut le supprimer
et marqué à la place problème avec compagnon de route. Problème avec compagnon de route. Cambio, as-tu entendu? Cambio. Oui. Oui, tu as bien entendu, exact. Écoute, je ne veux pas t'en dire plus, mais je ne me sens pas très en sécurité. Donc, j'ai également changé le code numéro 14. Le code ancien, c'était Opération Selva réussie, Rio Ucayali atteint récupération. Il faut le changer momentanément et mettre problème avec gens mal intentionnés. À toi, cambio. Alors, donc le code numéro 14, il disait Opération Selva réussie, récupération Rio Ucayali, et changer avec un problème avec personne mal intentionnée, c'est ça? Voilà, tu comprendras ce que tu voudras, hein, mais bon, c'est peut-être un scénario catastrophe, mais je dois prendre mes précautions. Voilà, nous sommes le 2 septembre, je viens d'appeler des amis à Iquitos pour leur faire part de mes préoccupations, de mes nouvelles décisions. Donc, j'espère que tout ira bien, quoi. Voilà. De retour à Nueva Constitución, nous repartons dès le lendemain avec le Colombien vers la source du Yaquerana, à bord de ma pirogue qu'il a pris soin de calfeutrer avec une gomme végétale locale nommée Brea. Le courant nous emporte souvent dans la végétation ripicole, ce qui nous vaut de nous frotter à des fourmis et à des guêpes dont les morsures et les piqûres massives sont cuisantes. Tchaski n'échappe pas à leurs attaques. J'entends ces gémissements, mais malheureusement, dans un tel contexte, c'est du chacun pour soi. Les orages s'abattent sur nous, mais avec le Colombien, nous nous en accommodons. Seul Tchaski semble ne pas apprécier. Le Colombien m'apprend à passer les troncs d'arbres qui barrent la rivière en utilisant la face interne de l'écorce de Cecropia, un arbre pionnier abondant sur les rives nommé localement Setico ou Imbaouba. C'est d'une facilité déconcertante qui me donne bien des regrets et qui m'aurait évité parfois des efforts inutiles. Je me rends compte alors combien je n'étais pas préparé pour remonter seul le Yaquerana. Je m'étais en effet entraîné pour un raid terrestre et je n'avais pas pris en compte le nombreux pièges générés par ce type de cours d'eau. Il m'enseigne également à construire une pirogue en bois du palmier Huacrapona en évidant la partie médiane et renflée de son stipe. Manier cependant ce type d'embarcation précaire ne s'avère pas évident. Une technique de pêche que je connais bien s'impose à moi. Je peux enfin me mettre en valeur aux yeux du Colombien. Il s'agit d'extirper des poissons-chats dits cuirassés avec l'aide de la main et du bras de leurs trous creusés dans la terre meuble des berges. Ce sont en fait des femelles qui viennent y pondre et protéger leurs œufs des carnassiers tels que les piranhas. Cette technique, si elle paraît archaïque, n'en est pas moins efficace. Il me faut cependant manier les poissons avec beaucoup de précaution, car ils sont bardés d'épines et une infection est vite arrivée en cas de piqûre. Dans cette partie tranquille du Yaquerana, pêcher des piranhas et des poissons-chats s'avère très facile. Je peux même tuer une grande anguille électrique en lui sectionnant la tête par un brusque coup de machette afin d'éviter une redoutable électrocution de 600 volts. Nous devons boucaner rapidement nos prises pour ne pas que les chairs se gâtent. Nous avons emporté avec nous des bananes et de la farine de manioc, mais nous rassasier de poissons frais nous rassure et Tchaski adore le poisson. Je laisse au Colombien le soin de chasser car il est beaucoup plus expérimenté et habile que moi. Je me contente d'aller rechercher les prises tombées au milieu de la végétation. Tchaski ne se fait pas prier pour m'accompagner, m'arrachant les volatiles qu'il aimerait dévorer tout de suite. J'ai toujours du mal à capter les messages de RFI et de Radio Atlantida, mais selon mes estimations, nous ne sommes plus très loin du lieu d'où nous devrons démarrer le raid en direction du Rio Ucayali. J'ai cependant la conviction que mes partenaires médiatiques, informés de mon changement de plan par ma contact de l'Alliance française d'Iquitos, ne veulent plus s'impliquer dans mon aventure. Je ne sais plus quoi faire, habité par le doute, lié au bien fondé ou non de ma nouvelle démarche. Mes dernières images du Yaquerana car ma caméra n'a plus de batterie. Je déciderai, désabusé, de renoncer finalement à mon projet après une incursion de 3 jours en forêt. Sur le retour, notre pirogue chavira et mon carnet de bord sera inutilisable.
Marosa pơi Medico pơi Medico pơi pơi ayoni Natani tingi Hawan natani tingi Pana natani tingi Pana natani tingi Natani tingi Natani tingi Après avoir quitté Kapanawa à bord d'un bateau à moteur qui nous a laissés sur le haut Rio Blanco, nous regagnons avec Chaski, après une demi-journée de marche en forêt, le campement de base où nous avons vécu. J'ai d'ailleurs l'impression de ne l'avoir jamais quitté. Je me sens même soulagé d'être au milieu des oiseaux, ceux-là même que j'avais côtoyés. Je retrouve en fait un univers familier, des odeurs, des plantes, des insectes, le ruisseau. La plateforme, construite à près de 5 mètres de hauteur, est toujours envahie de fourmis arboricoles et l'échelle semble moins solide. Les feuilles de palmier, que j'avais posées pour protéger de la pluie la partie basse, ont séché. Comme auparavant, nous nous installons pour dormir avant la tombée de la nuit, dans une chaleur suffocante, au milieu des insectes qui s'engouffrent inévitablement sous la toile moustiquaire par le plancher. Mes cheveux ont poussé à un point que j'ai du mal à réaliser qui je suis vraiment. Ma barbe, malgré la gêne qu'elle me procure, me protège des piqûres de phlébotome sur une partie du visage. Je suis déjà atteint de 2 lésions de leishmaniose et je n'ai pas envie d'être défiguré, comme certaines personnes que j'ai vues au cours de mon périple. Je me sens en sécurité avec Chaski, qui tarde à trouver sa place à mes côtés. Une grande complicité s'est installée entre nous, car nous savons instinctivement que nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Notre relation est si forte qu'il ressent mes joies et mes angoisses, comme si tout d'un coup, il s'était humanisé. Comme je m'y étais habitué, je dispose mes armes à feu et ma lampe frontale près de moi, au cas où. Sportif par conviction, je m'efforce de maintenir une activité physique, mais je sens que mes forces m'abandonnent peu à peu. C'est certainement le signal qui me pousse à envisager mon départ. L'humidité est telle que je dois nettoyer régulièrement mes armes. Je me sens à mon aise sur la barbacoa, au milieu des champs de la forêt qui me sont devenus familiers, et particulièrement celui assourdissant des cigales. Chaski, assis près de moi, tend ses oreilles au moindre bruit suspect. Les mélipones, ces petites abeilles sans aiguillon, sont légion. Attirées par la sueur incrustée dans les vêtements, elles deviennent rapidement une plaie, d'autant plus que la morsure de certaines espèces est douloureuse. C'est pour cette raison que je suis le plus souvent sans vêtements. Faire du feu chaque jour constitue une activité importante. Elle est même au centre de mes préoccupations avec la recherche de nourriture. Bien qu'ayant appris à faire du feu, se servir d'un briquet est tellement plus pratique. Lors des raids exploratoires que je mène au gré de mes envies, j'utilise une tente moustiquaire que j'ai spécialement élaborée avec l'aide d'une couturière habillée de ma famille, prévue à l'origine uniquement pour mon raid terrestre. Cette tente moustiquaire est traversée par un hamac qui la rend particulièrement pratique. Chaski peut s'y déplacer à son aise. Décrire le déroulement de ma journée me détend, mais je le fais presque machinalement, sans entrain, en raison de l'absence d'un objectif défini. Je repense à mon ancien carnet de bord, dont le contenu a été presque complètement perdu lors du chavirement de ma pirogue à la source du Yacarana, en compagnie du Colombien. Quant à Chaski, en confiance, il aime c'est le moment pour se reposer mais se réveille au moins au bruit suspect. J'aime à gagner de temps à autre les rives du haut Rio Blanco. La pêche y est plus facile que dans les ruisseaux que je traverse, souvent à sec ou dépourvus de poissons qui ont migré en eau plus profonde. De surcroît, sortir un peu de la pénombre et revoir le soleil me redonne de l'énergie et m'enlève un peu de ce désespoir qui m'envahit parfois. Je pêche le plus souvent de petits poissons-chats, mais il m'arrive aussi de capturer, avec un harpon de fortune, des raies venimeuses visibles dans les eaux transparentes de la rivière. Par précaution, j'utilise toujours des pastilles désinfectantes dans l'eau que je bois. J'avais prévu à l'origine de boire également de l'eau de pluie, mais nous sommes toujours en saison sèche. Partager la nourriture avec Chaski constitue toujours un moment privilégié qui me ferait presque oublier mes vicissitudes. C'est à vrai dire le vrai seul moment où je peux me relaxer. Je suis heureux de pouvoir donner à manger à mon fidèle compagnon, que j'aime à taquiner,
même si lui n'est pas tout à fait d'accord, plutôt impatient de se nourrir. J'essaie de faire durer ce moment de plaisir le plus longtemps possible. Oui. Oui. Il me reste encore quelques comprimés qui avaient été spécialement étudiés pour mon expédition par un laboratoire français spécialisé dans le sport de haut niveau. Les tests psychologiques que je m'étais engagé à réaliser pour le Centre d'études et de recherche de médecine aérospatiale, dépendant du ministère de la Défense, même s'ils n'ont plus de sens, me permettent néanmoins d'évaluer ma résistance mentale. Sur un plan physique, je dois avouer que les exercices que je m'oblige à faire quasi quotidiennement sont de plus en plus pénibles. Je sens que l'épuisement me guette, notamment lors des marches durant lesquelles je trébuche de plus en plus souvent. Pour Tchaski, qui avait fait lui aussi l'objet d'un suivi de la part de l'École nationale vétérinaire de Maison-Alfort, il me reste quelques croquettes vitaminées que je mélange à un produit liquide énergisant. Je sens que lui aussi montre des signes de lassitude car il se montre moins actif. Des vents extrêmement violents peuvent dévaster des zones entières de forêt dense et abattre de grands arbres. Traverser de telles zones s'avère être épuisant mais aussi dangereux. Une chute pourrait en effet avoir des conséquences fatales, en cas de fracture par exemple. Quand Tchaski ouvre la marche, c'est lui qui s'expose le plus à une morsure de serpent, toujours à redouter. Dans les Talweg existent toujours des marécages grouillants de moustiques. Sous la croûte de boue séchée se trouve une boue plus humide qui colle aux chaussures. Il m'arrive d'être parasité aux jambes par des sangsues. Tchaski échappe quant à lui à leurs attaques voraces, sans doute à cause de ses longs poils. Durant mes marches, la pluie est toujours un soulagement car elle me délivre un peu plus de cette puanteur issue d'un mélange entre la moiteur tropicale, l'odeur de la boue qui m'imprègne et ma transpiration profuse. Tchaski, quant à lui, n'aime pas vraiment avoir le poil mouillé. Mon matériel est protégé dans un sac à dos étanche et gonflable, de grande capacité et de haute technologie, conçu spécialement pour la jonction terrestre, prévue initialement dans le cadre de l'opération Selva Duo. Sa réalisation, commune à 2 sociétés françaises, aura demandé plus de 2 ans. Mon fusil est également protégé dans une housse étanche, de même que les produits propres à Tchaski, qu'il porte dans son sac à dos. J'accorde une grande importance, quand cela est possible, à mon hygiène et à celle de Tchaski, en utilisant seulement du savon de Marseille. Ma barbe et mes cheveux provoquent cependant l'apparition de ce qui sera diagnostiqué plus tard comme étant un eczéma de contact. Depuis ma remontée en solitaire du Yaquerana avec Tchaski, nous n'avons pas toujours mangé à notre faim. Dans le cadre de mon expérience de survie de 33 jours, mais aussi dans le cadre de cette reconstitution, nous avons aussi connu de tels moments. Je suis content d'abattre de rares palmiers euterpes, nommés ici palmito, pour en manger le cœur. Cela se révèle malgré tout épuisant, au regard de la petite quantité de nourriture à notre disposition, mais je n'ai vraiment pas le choix. Tchaski, né en Amazonie, en est très friand, peut-être aussi à cause de la faim qui le tenaille. Malgré les apparences, identifier des lianao n'est pas très difficile, même pour un néophyte. Il suffit d'être un peu observateur. Le recueilli est très rafraîchissante et bienfaitrice. Je n'ai cependant pas souvent employé cette technique, car les points d'eau ne manquent pas et mes campements ne sont jamais très loin d'un ruisseau. Lors de cette scène, la présence de mélipones dans mes yeux m'a rendu très irritable, signe que je suis extrêmement fatigué. Un seul morceau de liane, s'il est sectionné avec suffisamment de rapidité, suffit à remplir un verre de moyenne contenance. L'eau contenue dans les graines immatures des fruits d'un palmier, connu scientifiquement sous le nom de Phytolephas macrocarpa, s'apparente à celle contenue dans la noix de coco. Elle est plus connue au Pérou sous les noms de tagua ou de malfil végétal, marbre végétal. En filmant cette scène, j'étais confronté à un serpent venimeux lové à la base des spates, répondant au nom scientifique de Bothrops atrox, et localement au nom commun de Rergon ou de Jararaca. Quelques années plus tard, je serai hospitalisé à Iquitos, après une morsure occasionnée par un serpent de la même espèce. Lorsque la nourriture manque, je recherche dans de vieux types de palmiers tombés au sol naturellement quelques grosses larves xylophages de coléoptères, nommées localement souris. Je préfère cependant les grands leptodactyles, grenouilles dont il faut retirer la peau toxique, mais dont la chair est un véritable délice. Ces grenouilles ne sont cependant pas du goût de Tchaski, et je me culpabilise de m'alimenter devant lui sans rien lui proposer. Je me souviens avoir tué un vautour et avoir mangé de sa chair, qui sentait réellement la charogne. Tchaski lui-même était dégoûté par l'odeur. J'aurais pu tuer des pécaris, dont j'ai croisé des manades à plusieurs reprises et dont la viande est savoureuse. J'ai toujours craint cependant leur réaction agressive vis-à-vis de Tchaski, qui ne pourrait, comme moi, se suspendre aux branches pour échapper à leur cruelle morsure.
Heureusement que nous pouvons partager de la farine de yucca, plus connue sous le nom de manioc, même si c'est avec parcimonie car nous disposons seulement d'une petite quantité. Les immersions en forêt entraînent des infestations de minuscules acariens, dont la piqûre est douloureuse, ainsi que des dermatobiases, affections sous-cutanées provoquées par des larves de mouches de l'espèce Dermatobia hominis. Le plus exposé est Chaski, qui se prête avec complaisance à une inspection corporelle, car il sait que c'est pour son bien. Le corps de certaines larves, que j'arrive à expulser sous la pression de mes doigts, à un stade déjà avancé, explose, éclaboussant ainsi ma barbe. Les lésions de leishmaniose cutanée dont je suis atteint sont apparues lors de mon séjour de 33 jours en forêt. Il s'agit d'une parasitose pouvant se manifester sous diverses formes, dont certaines mortelles. L'agent pathogène est un protozoaire flagellé, nommé leishmania, parasite de certaines cellules appelées macrophages. Le vecteur est un petit diptère hématophage nommé phlébotome, vivant dans l'écorce des arbres. Des bûcherons de Kapanawa m'avaient conseillé d'utiliser un mélange d'écorce d'EVA et de sève d'Arosacha, une plante sauvage locale sentant l'ail. Mal m'en a pris de les écouter, car cette application a provoqué sur la lésion ulcérée de la jambe une surinfection qui dégage une odeur fétide, d'autant plus qu'en essayant de retirer le bandage protecteur, la douleur est vive. Je ne pourrai être soigné qu'à mon retour à Iquitos. Il s'en suivra une hospitalisation des mois plus tard en France. Pour ne pas être en reste avec moi, Chaski a développé également une leishmaniose cutanée sur la truffe, qui prendra des proportions par la suite, mais dont l'évolution pourra être heureusement stoppée avec des injections du même médicament. Je décide d'abattre non loin d'un petit affluent du Rio Blanco, un palmier Huacrapona, afin de rejoindre Kapanawa. 6 heures me seront nécessaires pour construire ma pirogue, telle que me l'avait enseigné le Colombien. Je suis gagné par l'émotion, car je sais qu'une histoire très forte est en train de se terminer. La nostalgie se mêle à l'appréhension du retour. Cette reconstitution en solitaire aura duré 12 jours, que j'aurais vécu comme une sorte d'introspection indispensable. Que de regrets germent dans mon esprit, en pensant que si j'avais pu remonter le Rio Yavari à Kerana en saison des pluies, à bord d'un puissant bateau à moteur comme initialement prévu, je serais parvenu rapidement jusqu'au point de départ que je m'étais fixé pour mon expédition terrestre. Équipé de moyens modernes de localisation et de communication, tels qu'un GPS et un téléphone satellitaire, disposant ainsi d'une totale autonomie pour assurer cette jonction terrestre entre l'Oyakerana et l'Ucayali, j'aurais pu, j'en demeure persuadé encore aujourd'hui, gagner mon challenge. 2 jours après avoir filmé ces dernières images sur les bords d'un minuscule bras de rivière, au crépuscule naissant, nous devions subir avec Chaski un naufrage dû à la montée subite des eaux du Rio Blanco. Notre pirogue de fortune fut en effet emportée par un courant violent, disparaissant sous une végétation inextricable. Tentant de rattraper mon matériel étanche, flottant à la surface, je fus emporté durant quelques dizaines de mètres par les eaux agitées. Ayant regagné la rive parsemée d'une végétation épineuse, j'entendis au loin les aboiements de Chaski, qui s'était réfugié en amont sur la terre ferme. M'aidant des branchages pour avancer, je réussis à le rejoindre, non sans difficulté, et à le ramener en nageant jusqu'au lieu où j'avais laissé le matériel. La nuit fut longue et difficile, blotti l'un contre l'autre, accroupi dans la boue, protégé seulement par mon poncho de la pluie qui avait fait son apparition. Éprouvés l'un et l'autre, mon visage gonflé par la fatigue, nous donnâmes finalement notre salut qu'à la rencontre providentielle le lendemain avec 2 pêcheurs sortis de nulle part, qui nous ramenèrent de manière bienveillante jusqu'au village de Kapanawa. Le retour vers Iquitos, dont la population commençait à ce moment-là d'être durement frappée par la première épidémie de choléra de son histoire, dura 9 jours, en raison de la distance à parcourir, mais surtout des impondérables liés au transport fluvial. Ce délai me parut interminable en raison non seulement de mon état de santé dégradé, mais aussi de celui de Chaski, qui, par ailleurs, meurtri par ses combats avec d'autres chiens, ne cessait de gémir et de faire des bonds. Faute de ne pas l'avoir examiné dans les 15 derniers jours de notre expédition, les larves de mouches que je n'avais pas décelées à temps lui vaudront d'être opérées à Iquitos à 2 reprises, sous anesthésie générale, mais dans des conditions vraiment précaires. Non moins de 36 larves au stade terminal de 2 à 3 cm de long furent extirpées de son corps, y compris de ses testicules, ce qui expliquait ses bonds surprenants et ses gémissements antérieurs. Il n'en fallait pas plus pour me culpabiliser d'avoir laissé mon compagnon souffrir par ma négligence. Lors de mon voyage de retour, j'apprendrai que le Colombien était recherché pour trafic de drogue, et c'est pourquoi il avait choisi de se réfugier avec sa famille dans la région du Yaquerana. Beaucoup de questions germèrent alors dans mon esprit. Finalement, si je devais résumer ce que j'ai vécu, et pour rester sur un sentiment positif, je peux affirmer qu'avoir appris à affronter le milieu amazonien, pour finalement encore mieux le connaître, aura été pour moi une grande leçon de vie et d'humilité qui me guide toujours aujourd'hui. Je me souviens de ce vieil adage amazonien qui dit « Preparado para lo peor, esperando lo mejor ».
préparés pour le pire, espérant le meilleur.